Dans quelle mesure pouvons-nous concilier la croissance économique et l'environnement? Cette problématique est devenue majeure depuis les années 70, où déjà un certain nombre d'études alertaient sur les dangers que fait courir la volonté de privilégier la croissance économique comme facteur de progrès. Pour répondre à cette problématique, nous avons décidé de raisonner en trois parties. D'abord l'environnement, puis la croissance économique, et enfin la conciliation des deux concepts. Je vais donc commencer par vous parler de l'environnement. Tout d'abord, la préservation de l'environnement évoque la nécessité de réduire les nuisances liées à l'activité humaine afin de permettre un développement durable. Il faut donc instaurer un développement durable. Le développement durable est l'idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Concrètement, le développement durable est une façon d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Cela implique de prendre en compte à la fois les impératifs présents, mais aussi ceux du futur, comme la préservation de l'environnement et des ressources naturelles ou l'équité sociale et économique. À cette définition s'ajoute désormais souvent une réflexion sur l'échelle géographique. Ce qui est un développement durable à l'échelle locale peut ne pas l'être à l'échelle mondiale et inversement. D'autre part, la définition du développement durable prend également de plus en plus souvent une dimension politique. Quel système permet la meilleure liberté politique, ainsi qu'une dimension éthique et morale. L'émergence de l'idée du développement durable est concomitante avec celle de la société industrielle. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, les sociétés occidentales commencent à constater que leurs activités, notamment économiques et industrielles, ont un impact significatif sur l'environnement et sur l'équilibre social. Plusieurs crises écologiques et sociales vont avoir lieu dans le monde, comme la crise bancaire américaine en 1907, le mouvement social de mai 1968 en France et dans le monde, ou encore les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Aujourd'hui, on peut constater plus que jamais les conséquences de l'activité humaine de ces dernières années. L'état de l'environnement est alarmant. On y voit des épisodes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents dans le monde, des tempêtes, des cyclones ou encore des tsunamis, directement en rapport avec l'augmentation de la température de l'atmosphère et la montée des eaux, et des situations jamais vécues auparavant, comme la période de sécheresse de 173 mois au Chili, ou encore des températures records avec 56 degrés en Californie et moins 89 degrés en Antarctique. Il y a aussi une multiplication d'études alarmistes. La GIEC a rendu en avril 2014 le dernier volet de son 5e rapport, dans lequel il rappelle que les États doivent agir rapidement pour limiter la hausse moyenne des températures mondiales à 2 degrés Celsius. 7 ans après le précédent rapport, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux records et leur croissance est plus rapide. Pour le GIEC, le développement des énergies renouvelables n'a pas pu limiter les effets de l'utilisation accrue du charbon. L'opinion publique a montré sa mobilisation croissante pour lutter contre le dérèglement climatique. De nombreuses associations réclament la création ou le renforcement de certaines mesures, sensibilisant ainsi une partie de la population mondiale. Parallèlement à la mobilisation de la société civile, certaines multinationales se sentant de plus en plus menacées par les impacts du dérèglement climatique appellent à lutter contre le réchauffement. Plusieurs personnalités du monde des affaires, comme l'ancien maire de New York, ont financé des recherches sur l'impact de l'évolution climatique sur les entreprises. Ces trois personnalités ont publié un rapport fin juin 2014 intitulé Risky Business et qui rend compte des incidences économiques et financières désastreuses du réchauffement climatique. La hausse des températures et la montée des eaux pourraient en effet faire disparaître un patrimoine économique ou financier considérable, mais aussi réduire la productivité des domaines d'activité en plein air, agriculture ou construction. On constate aussi une pollution mondiale croissante. Pour l'OMS, la mauvaise qualité de l'air est désormais le principal risque environnemental pour la santé dans le monde. En 2013, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, classait la pollution atmosphérique dans la catégorie cancérigène certain. En 2012, la pollution de l'air a en effet été responsable d'un décès sur 8 au niveau mondial. Environ 7 millions de décès, c'est presque le double de la fin des années 2000. Malgré cette mobilisation autour du sujet du développement durable, on constate peu de décisions à la mesure de l'état de l'environnement. De nombreuses promesses sont émises par les différents gouvernements, cependant elles n'ont pas d'impact à court terme et ne sont pas vérifiables aujourd'hui. Alors, devant une telle constatation de l'environnement actuel et devant l'inaction de la part de la population, des personnes comme Nicolas Hulot font preuve d'incompréhension et se sentent inutiles dans leur combat. Ce sentiment l'a d'ailleurs poussé à démissionner le 28 août 2018. Pour lui, le défi de l'environnement ne veut plus s'accommoder de la méthode des petits pas. Alors, quels sont les moyens pour réduire l'impact de l'activité humaine sur la planète? Faut-il décroître et donc laisser le progrès et la croissance économique sur le côté, ou trouver un moyen plus réaliste pour concilier les deux concepts? C'est ce que nous verrons dans la dernière partie de la vidéo. Pour l'instant, passons à la croissance économique.
Le progrès technique permet à l'entreprise, au travers de nouvelles techniques, d'améliorer ses modalités de production sans augmenter la quantité de facteurs utilisés. L'économiste autrichien Joseph Alois Schumpeter a fait du progrès technique le facteur de base du dynamisme de la croissance. Il distingue 5 formes d'innovation. La découverte d'un nouveau produit, une nouvelle organisation de la production, comme par exemple le phénomène de concentration d'entreprises qui consiste à ce que plusieurs entreprises se regroupent pour augmenter leur volumétrie, l'apparition de nouvelles méthodes de travail comme le taylorisme ou le fordisme pour leur époque, l'utilisation de nouvelles sources d'énergie ou matières premières, et enfin l'ouverture à de nouveaux marchés par la découverte de produits nouveaux qui seront des innovations radicales comme l'informatique ou d'un produit déjà existant comme le téléphone portable. L'intégration de nouvelles machines-outils à commande numérique participe à ce développement. L'innovation est capitale dans le développement du progrès technique et donc de la croissance. Elle se divise en 2 types de recherche. La recherche fondamentale, qui peut être financée par l'État et qui développe les connaissances scientifiques, et la recherche appliquée, financée par l'entreprise, qui développe la découverte d'innovations et permet ainsi d'augmenter les parts de marché. Une autre forme de progrès technique basée sur un transfert de technologie qui consiste à exporter les progrès techniques vers d'autres pays sous forme de brevets ou d'usines clés en main. Elles seront donc immédiatement prêtes à utilisation, ce qui permettra aux pays en retard d'accélérer leur développement. On peut citer par exemple des EPR, réacteurs pressurisés européens, donc centrales nucléaires, le TGV ou encore la recherche médicale. Cependant, les effets du progrès technique sur la productivité ne sont pas forcément systématiques ni immédiats. Il peut y avoir une multiplication des innovations technologiques, effort de recherche-développement, mais en même temps un ralentissement de la croissance de la productivité. On appelle cela le paradoxe de la productivité. En effet, il faut du temps pour que les innovations intégrées stimulent la croissance. De plus, certaines de ces innovations s'avèrent inefficaces ou échouent. Or, ce qui est le plus important pour l'économiste, ce sont les effets du progrès technique et non le progrès technique en lui-même. Si l'on prend en compte l'intervalle de temps qui s'écoule entre le moment de l'invention et celui de l'innovation, la tendance générale est à l'accélération du progrès technique, stimulé par l'État et le marché. Il fallut par exemple attendre un siècle entre la réalisation du premier prototype de machine thermique en 1673 par Huygens et l'utilisation industrielle de la machine à vapeur en 1776 par Boulton et Watt. Par contre, il aura suffi de seulement 5 ans entre l'invention du transistor en 1948 par Barton, Brattain et Shockley et son application commerciale. Pour revenir sur le paradoxe de la productivité, l'économiste américain Robert Solow s'est appuyé sur l'exemple de la diffusion des ordinateurs. Malgré la mise en place d'innombrables ordinateurs dans les services d'information et de communication, on ne voyait pas la productivité s'accroître. Depuis, a été démontré que pour que la productivité s'accroisse à la suite d'une innovation, il fallait que soit faite la transformation de tout l'environnement de cette innovation. 2. La prise de conscience des consommateurs. Le progrès technique va engendrer une prise de conscience chez les consommateurs avec des effets provoqués à la chaîne. Tout d'abord, l'entreprise est facteur de croissance économique avec l'apport de gains de productivité. Ensuite, l'augmentation de la production va entraîner une économie d'échelle, c'est-à-dire que chaque bien produit coûte moins cher à produire lorsque les quantités produites ou vendues augmentent. Ce qui veut dire qu'il y a une diminution du coût unitaire du produit. Ainsi, la baisse des prix permet d'accroître la demande des consommateurs sur le plan national comme international. L'accroissement des exportations aura donc un effet de mondialisation. Les gains de productivité engendreront une augmentation du profit qui mènera à de nouveaux investissements et donc la possibilité d'augmenter le nombre de salariés. L'augmentation de la productivité, soit une baisse du temps de travail, favorisera une nouvelle consommation dans les secteurs du loisir et du tourisme. C'est d'abord des États-Unis que viennent les principales remises en cause de la croissance et son modèle de production. Nicolas Georgescu-Roegen, un économiste d'origine roumaine naturalisé américain, s'appuie sur une approche qu'il qualifie de bioéconomique. Toute production nécessite une dépense d'énergie. Or, tout au long de la chaîne d'activité, l'énergie utilisée va se disperser, et de ce fait n'est plus récupérable. C'est ce que les physiciens appellent l'entropie, venant du grec et signifiant transformation. Si nous utilisons que de l'énergie renouvelable, ce ne serait pas grave. Mais ce n'est pas le cas, nous vivons au-dessus de nos moyens énergétiques, au détriment des générations à venir. Chaque fois que nous produisons une voiture, nous le faisons au prix d'une baisse du nombre de vies humaines à venir, écrit Nicolas Georgescu-Roegen. Étudiant la dégradation de la qualité des eaux des grands lacs américains, Barry Commoner aboutit à une conclusion similaire. La croissance industrielle abîme considérablement et parfois de façon irréversible les milieux naturels. En France, l'économiste René Passet met aussi l'accent sur les effets destructeurs de la croissance. En sacrifiant les équilibres naturels pour produire toujours plus, la logique économique va à l'encontre de la logique du vivant, qui fonctionne avec des équilibres et des interactions complexes. Du côté des sociologues ou des philosophes, la critique souligne le rôle déshumanisant ou destructeur d'outils techniques de plus en plus complexes et la responsabilité du capitalisme qui fait croire que la croissance peut s'ouvrir à une soif de consommation, attisée en réalité par les inégalités. Au Mexique, Ivan Illich estime que la société moderne se présente comme libératrice alors qu'elle ne cesse de réduire notre autonomie. Tous ces auteurs insistent sur la nécessité de limiter la place de la marchandise dans la société.
pour permettre aux activités non marchandes d'occuper une place plus importante au fur et à mesure que l'efficacité du travail s'accroît dans la sphère productive. Toutes ces analyses étaient sans doute à la fois trop minoritaires et trop radicales pour influer le cours des sociétés, ou tout pousser à faire de la croissance économique l'objectif central. Les firmes parce que la progression de leurs ventes assurait celle de leurs profits, les ménages parce qu'ils en espéraient une amélioration de leur pouvoir d'achat, les travailleurs parce qu'ils y voyaient le seul moyen de préserver l'emploi. Comme le ralentissement de la croissance économique depuis le milieu des années 1970 s'accompagnait d'une forte progression du chômage, la grande majorité des gens voyaient dans la mise en cause de la croissance un épouvantail plutôt qu'un avenir désirable. Faute de mouvement social associé à ces thèses, la voix de ces radicaux s'est révélée impuissante à changer la représentation dominante d'une croissance vécue comme bénéfique. Mais l'émergence progressive du défi climatique a cependant changé profondément la donne. La croissance économique a des limites puisque la planète ne peut plus répondre aux besoins de l'homme. En 1798, Thomas Malthus fait le lien entre la rareté des ressources et la croissance de la population mondiale et fait remarquer que cela aboutira à l'extinction de certaines populations, privées de ressources vitales. Il constatera aussi que l'augmentation de la population mondiale est plus rapide que l'augmentation de la production des ressources alimentaires et que plus la population est importante, plus elle se reproduit, donc il se produit une augmentation exponentielle. L'augmentation des ressources est linéaire du fait des limites des ressources en matières premières disponibles sur la Terre. Les conséquences de ces limites, toujours d'après Malthus en 1798, sont que la divergence due à la croissance démographique et la quantité de ressources disponibles va amener à une augmentation des famines, des épidémies et des guerres. Certaines de ces prédictions commencent à se manifester, ou du moins des similitudes se présentent dans certaines régions. On pense principalement aux famines, mais en 1970, des économistes, des scientifiques et des politiciens ont de nouveau abordé le sujet des limites de la croissance. Au-delà des ressources naturelles pour vivre, il est aussi question de l'impact écologique des hommes sur la planète, puisque l'économie repose en grande partie sur la matière première finie comme le pétrole. Les hommes sont donc poussés à réduire et à modifier leur consommation de matières premières afin d'éviter la réalisation des prévisions de Malthus. Certaines personnalités soutiennent aujourd'hui la thèse de la décroissance, notamment en France. La décroissance repose sur une réduction de la production et de la consommation pour réduire l'impact de l'homme sur la Terre. Les limites de la croissance ont été faites par des économistes libéraux qui pensent que le marché a la faculté de réguler la consommation en fonction de la rareté via la fluctuation des prix. Plus un bien est rare, plus il est cher, donc moins il est consommé à grande échelle. Ce processus fonctionne globalement. Par exemple, quand le prix du pétrole augmente, on tend à réduire notre utilisation et à trouver de nouvelles énergies, notamment dans l'automobile. Néanmoins, ce processus ne fonctionne pas toujours, notamment avec les produits de la mer, pour lesquels la réglementation n'est pas assez pointue. En effet, les zones de contrôle de l'océan ne sont pas assez réfléchies et on assiste à une épuration des fonds marins. On assiste parfois à un début de déréglementation, notamment dans le cas des pollueurs-payeurs. Ces mises en place de mesures réglementaires sont nécessaires afin de réguler ce que le marché ne peut pas régler lui-même. Régulation, Malthus nous invite à réfléchir à cette question. Une politique de limitation des naissances dans un monde en pleine explosion démographique, dans un monde de ressources limitées, n'est-elle pas nécessaire? Pouvons-nous continuer à nous offrir le luxe de nous reproduire sans conscience de l'avenir? La dénatalité est la première mesure la plus efficace pour lutter contre la pauvreté, la faim dans le monde et l'effondrement de la classe moyenne dans les pays riches. Bien. Passons désormais au grand 3, la conciliation des deux concepts. Petit 1, l'économie verte. L'économie verte est un nouveau concept. Il s'agit de réduire drastiquement les risques environnementaux et la pénurie de ressources, tout en améliorant le bien-être humain. Plusieurs secteurs d'activité vont connaître une transformation dans leurs organisations et dans leurs métiers, tels l'agriculture, la pêche, le recyclage, le bâtiment et bien d'autres secteurs sont concernés. Les conséquences sur l'emploi seront très importantes. Ce nouveau concept va faire émerger de nouvelles professions, mais nécessitera surtout une acquisition de nouvelles compétences afin d'exercer les métiers traditionnels. Les emplois de l'économie verte concernent des métiers verts comme des agents de parcs naturels nationaux ou bien de parcs naturels régionaux, mais aussi des poseurs en isolation thermique. Cette économie concerne également des métiers verdissants. Par métier verdissant, l'on entend un agriculteur estampillé bio, un plombier qui installe des pompes à chaleur, voire même un transporteur routier appliquant l'éco-conduite. Les métiers verts sont des métiers ayant pour but de réduire l'impact environnemental, tandis que les métiers verdissants, dans ce cas, il s'agit de prendre en compte la dimension environnementale dans l'activité exercée. Le rôle des acteurs étatiques et supra-étatiques. Développement économique et politiques environnementales peuvent aller de pair et sont même complémentaires. En effet, sur le long terme, les ressources naturelles et les services que nous offrent les écosystèmes ainsi que les agrosystèmes conditionnent la croissance économique ainsi que le bien-être des individus.
Afin de combiner croissance économique et environnement, le rôle des acteurs étatiques et supra-étatiques est primordial. Il dispose en effet de divers instruments permettant de choisir les politiques économiques et environnementales du pays. Ainsi, depuis le 27 novembre 2017, l'accès à certaines métropoles françaises est réglementé. En effet, les automobilistes doivent désormais apposer sur leur pare-brise une vignette critère distinguant les véhicules les moins polluants des plus polluants, et ce, grâce à un code couleur. Suivant le véhicule possédé, il n'est parfois plus possible d'accéder à certaines villes à cause de la mise en place de zones de circulation restreintes ou lorsqu'un pic de pollution est atteint. Les Franciliens furent les plus impactés par cette mesure car près d'un sixième de la population française réside en Île-de-France. Mais cette mesure nécessite aux agents économiques de se procurer par leurs propres moyens la pastille. Son coût est d'environ 3 €. Est aussi organisée dans la capitale une circulation alternée. Ainsi, les autorités se basent sur les plaques d'immatriculation des véhicules. Les véhicules dont le dernier numéro de la plaque est pair sont autorisés à rouler les jours pairs et ceux dont le dernier numéro est impair le sont les jours impairs. Cette mesure est prise quand un pic de pollution est atteint. Au cas où des automobilistes dérogeraient à la règle, ils encourent une amende de 22 € ainsi qu'une immobilisation du véhicule. Seuls les véhicules d'urgence, comme par exemple la police, les pompiers ou bien les ambulances, ainsi que les camions frigorifiques, les artisans, les taxis, véhicules de covoiturage électrique, ne sont, eux, pas concernés par cette mesure de restriction. Face à ce constat de pollution automobile, les gouvernants usent depuis quelque temps de subventions visant à inciter les consommateurs à opter pour un véhicule neuf non polluant quand achat il doit y avoir. Il s'agit de l'exemple le plus courant et le plus connu. Il est caractérisé par un bonus écologique allant jusque 6 000 € pour les véhicules électriques. Mise en place. Là, c'est l'Union européenne qui en fut décisionnaire en instaurant le protocole de Kyoto datant de 1997 dès 2005. Ce protocole prévoit d'établir une sorte de marché carbone. Dans les faits, cela consiste à fixer un niveau maximal de rejet de CO2 et à répartir ce quota entre diverses entreprises. Si le quota n'est pas atteint par l'entreprise à la fin de l'année, elle pourra alors vendre ce qui lui reste à d'autres entreprises ayant, elles, dépassé leur quota. Cette mesure était sur le papier excellente, car elle allait inciter les plus pollueurs à tenter de réduire leur rejet de CO2. Mais dans la réalité, entre 2005 et 2009, le volume de quotas vendus a été multiplié par 20, la valeur des transactions par 12 et la valeur d'une tonne de CO2 a connu une diminution de 7,50 €, passant de 20,60 € à 13,10 €. La conséquence de cette baisse de valeur de la tonne de CO2 est simple. Voyant le prix baisser, les entreprises n'ont absolument rien mis en œuvre afin de réduire leurs émissions. Ces mesures évoquées impactent les citoyens, c'est-à-dire les Françaises et Français majeurs. Mais ces Françaises et Français ont bien souvent des enfants qui, dans quelques années, passeront leur permis de conduire et travailleront au sein d'entreprises. Ils sont les citoyens de demain. Ainsi, il faut les sensibiliser le plus tôt possible à la question de l'environnement et du développement durable. C'est pour cela que bien souvent, dans les écoles primaires, ces jeunes élèves sont sensibilisés. Mais comment le sont-ils ? Eh bien, dans certains cas, il y a des interventions de la part de déchetteries dans les écoles. Des représentants viennent présenter le rôle et le fonctionnement de la déchetterie afin de faire réfléchir les enfants sur l'importance du tri. Mais cela peut aussi se manifester par l'installation de poubelles de tri dans les classes, avec d'un côté le papier et de l'autre le carton. Ce sont les principales méthodes de sensibilisation dans les écoles primaires. Ce n'est qu'en grandissant que les élèves sont en mesure de comprendre plus en profondeur ce qui est expliqué par leurs professeurs. Au collège et au lycée, les professeurs d'histoire-géographie abordent un chapitre axé sur le développement durable,
Dans celui-ci est abordée la notion de développement durable, son application à travers des exemples de vie durable et ses limites. Ainsi, l'État joue un rôle majeur sur la sensibilisation des enfants sur toutes les questions de l'environnement. Prenons désormais un exemple étranger. Depuis 2013, un péage urbain a fait son apparition dans les rues londoniennes, ayant pour but de décongestionner le centre-ville, d'améliorer la qualité de l'air, l'accessibilité de la ville pour les transporteurs, ainsi que de démocratiser davantage l'offre de transport commun. Il fonctionne de la sorte. Si un automobiliste veut circuler dans les rues de Londres entre 7h du matin et 18h30, et ce, du lundi au vendredi, alors il se doit de payer 11,5 livres par jour. Aucune barrière ni péage ne se trouve dans la ville, car près de 1900 caméras scannent les plaques des véhicules et vérifient si le forfait journalier a été pris. Sinon, l'automobiliste recevra une contravention. La mesure a porté ses fruits, puisque a été enregistrée une baisse de 18% du nombre de voitures et de camions, de 28% de la congestion et de 30% des retards aux arrêts de transport commun. On a même vu 9% des automobilistes qui ont choisi d'abandonner leur véhicule personnel au profit d'autres modes de transport. Cette mesure a engrangé une recette de 1,4 milliard de livres entre 2013 et 2015, et ce, à la municipalité. Le principal avantage de cette mesure est que la taxation écologique permet donc de nouvelles recettes fiscales, appliquant ainsi le principe de pollueur-payeur. Celui qui pollue va payer. Ainsi, on ne peut apporter de réponse précise quant à la conciliation de l'environnement et de la croissance économique. Il s'agit de notions complexes, dont l'une est nouvelle, en l'occurrence la question de l'environnement, qui sont influencées par plusieurs paramètres. L'un de ces paramètres est le temps. Or, il faut du temps pour se rendre compte de l'efficacité des mesures politiques notamment. Aujourd'hui, nous, donc les citoyens et les politiques, n'avons pas assez de recul pour répondre précisément à la problématique. En 2050, peut-être en aurons-nous assez.